Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Extra School et on s'intéresse à l'apprentissage de l'une des langues les plus anciennes du monde. Le sommaire, la Chine à l'honneur avec la Journée internationale de la langue chinoise, la 12e édition. En quoi cela consiste? Mathilde Vessels est ici présente, elle sort sa loupe. Dans un instant, la Chine, deuxième puissance mondiale et une influence grandissante en Occident. Qu'en est-il de l'apprentissage de cette langue en France? Vous verrez qu'il se développe de plus en plus dans l'Hexagone. Et puis le chinois, langue ancestrale, mais aussi réputée pour être difficile à appréhender. Quelles sont les principales difficultés quand on apprend le mandarin? Combien de temps faut-il pour commencer à converser? Nous allons demander, sans plus tarder, à nos invités avec Vigdis Herrera qui nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeante et fondatrice de la structure Globe Speaker et également propriétaire du site internet Les Petits Mandarins. On en parle dans un instant. Gioacchino, bonjour. Bonjour. Gioacchino Gandini, vous avez 16 ans, vous êtes élève en première en spécialité orientale chinoise. 5 heures de chinois par semaine? Oui. C'était 9 l'année dernière? C'était 9 à partir depuis la 6e. Vous rigolez pas, vous. On en parle dans un instant. Vous êtes à Agençon de Sailly. C'est parti pour la loupe. Salut Mathilde. Salut. Ça va super bien. Je suis très heureux de parler de cette journée internationale de la langue chinoise. Tout à fait. 20 avril. Et oui, et d'ailleurs cette année c'est la 12e édition. Le concept donc de la journée de la langue des Nations Unies a vu le jour en 2010. C'est plutôt récent. Le but de cette journée est tout simplement de célébrer l'utilisation de plusieurs langues au sein des Nations Unies et de mettre évidemment en avant la diversité culturelle et l'égalité d'utilisation des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies. Et je suis sûre, Patrice, que vous les connaissez, évidemment, ces 6 langues officielles des Nations Unies. Le chinois, le français, il doit avoir l'espagnol. Ouais. L'anglais, l'arabe. Oh là là, je sens que vous trichez, je vous ai tout mis sur la feuille, je suis vraiment sympa. Bon, il y a le russe quand même, n'oublions pas le russe malgré la Merci situation. pour l'anti-sèche. Voilà, et donc durant cette journée, les gens ont accès plus facilement à la culture chinoise et peuvent ainsi la comprendre. Plusieurs événements d'ailleurs sont organisés au sein des Nations Unies, dont je le rappelle, le siège est à New York, des expositions de peinture par exemple, des forums d'apprentissage aussi du chinois ou encore des conférences spéciales. Pourquoi cette date du 20 avril? Alors cette date évidemment n'a pas été choisie au hasard, vous imaginez. Elle a été choisie en hommage à Kanji, un personnage mythique chinois qui aurait inventé les caractères chinois il y a plus de 5000 ans. Ça ne nous rajeunit pas, il s'agit... Vous êtes renseigné sur la prononciation d'une des... Kanji. Kanji. Je pense que notre invité va nous en dire un peu plus. Il s'agit d'une des langues évidemment les plus anciennes de la planète. D'ailleurs, des fouilles archéologiques ont permis d'en trouver des traces écrites qui datent d'il y a 4000 ans. Tenez-vous bien, l'écriture chinoise comporte près de 80 000 caractères, mais seulement 3 à 5 000 sont utilisés fréquemment. Et chaque caractère raconte une histoire. Et les parents d'ailleurs enseignent à leurs enfants dès le plus jeune âge les caractères chinois. Ça commence en général dès 3 ans. Il y a aussi plusieurs dialectes? Alors tout à fait, mais c'est en 1956 seulement que la République populaire de Chine a adopté le mandarin de Pékin comme langue officielle. Le mandarin qui est apparu sous la dynastie Yuan entre 1269 et 1378. Elle est donc la langue officielle de Chine, Taïwan et de Singapour. Le chinois à la côte? Alors effectivement, en France, elle est, pas en France, mais elle est la langue la plus parlée au monde, avec 1,4 milliard d'individus en Chine, et surtout, elle devient la langue des échanges commerciaux. Elle devient de plus en plus incontournable dans le monde des affaires. Et pour les écoles françaises, ça donne oui, quoi? Justement, alors pour vous donner une idée, en 2017, le chinois était la 5e langue enseignée dans le secondaire. 40% des élèves apprennent le chinois. J'étais assez surprise par ce chiffre, je trouve que c'est quand même assez important. Wow. L'enseignement du chinois s'est surtout développé de 172% entre 1994 et 2003, c'est considérable. Et en 2015, près de 100 000 écoliers, collégiens et lycéens ont appris le mandarin. Eh ben on creuse tout ça, l'expression orale, c'est parti. Et on est toujours avec Vigdis Herrera, qui est dirigeante et fondatrice de la structure Globe Speaker, propriétaire du site internet Les Petits Mandarins, et avec Gioacchino Gandini. Gioacchino. J'ai rajouté quelque chose? Un A. Gioacchino. C'est pas grave, tout le monde le fait. Mais je vais m'y faire, c'est pas grave. Gioacchino Gandini. Je suis bon? Très bon. Allez, il est cool avec moi. Comment a commencé l'aventure? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé en CM2, mais vous, c'était même en CE2, c'est ça? Moi, c'était en CE2, donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'étais en l'école primaire à Longchamp. Donc en CE1, on arrive, on me dit est-ce que tu vas apprendre le chinois dès le CE2? Moi, en CE1, j'ai 7 ans, je ne sais pas ce qui se passe. Je me dis oui, pourquoi pas.
Donc au début, ma mère, elle dit pourquoi tu veux, elle n'était pas trop d'accord. Je lui dis maman, j'ai envie d'apprendre toutes les langues du monde. Parce qu'on entend souvent que ce sont les parents des fois qui poussent un petit peu leurs Non, enfants. là, elle était- Dans ce cas-là, c'est Non, toi totalement. c'était moi. Mais je me D'accord, c'est rendais ton pas. choix. Je me disais bon, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Et ça ressemble à quoi justement les premiers cours? Ce sont des initiations, j'imagine, Ouais, quand on est au c'est surtout des CE2. initiations. On apprend les caractères vraiment basiques, comme D'accord. bonjour, je m'appelle, les phrases simples, je m'appelle, j'ai quel âge, j'ai tel âge. D'accord. On apprend comme la façon d'écrire, parce que chaque caractère, en fait, les caractères, on les écrit pas comme on veut. Il y a un ordre d'écriture des caractères. On n'écrit pas un trait avant l'autre. On écrit un trait avant l'autre, pardon. D'accord. Donc on a toutes les bases. On les apprend. Je les ai apprises entre le CE2 et le CM2. Et au niveau des sons, est-ce que vous fonctionnez comment? Encore on est au CE2, et que c'est encore une initiation, c'est avec beaucoup d'images, beaucoup de... je sais pas, comment on entraîne son palais, comment on entraîne... Alors, moi, Pour faire les sons, j'ai c'est de la incroyable. chance. Je suis bilingue. Je suis bilingue D'accord. français-italien, donc il paraît que ça aide beaucoup. D'accord. Donc moi, j'ai des facilités Parce que à tu as une l'oral. oreille plus développée, Voilà, j'imagine. j'aurais pu développer. Je fais de la musique. Il y a le développement en oreille. D'accord. Mais non, en primaire, on travaille pas beaucoup les sons. On travaille juste vraiment les caractères de base. C'est à partir du collège, on a vraiment travaillé les sons. Il y avait des cours spéciaux au son des caractères. Mhm. Parce qu'une phrase peut avoir un sens complètement différent en fonction d'un ton ou un autre. Vigdis Herrera, vous avez le sentiment qu'il y a un engouement en ce moment en France depuis quelques mois, depuis quelques années pour le chinois. Et est-ce que les enfants commencent de plus en plus tôt? Alors en effet, les enfants commencent de plus en plus tôt. Moi d'ailleurs, j'étais enseignante dans le type de classe dont il vient de faire part au niveau du primaire. Et mes élèves commençaient à l'âge de 7 ans directement au CE1. Et il y avait beaucoup d'engouement sur Montpellier, mon académie d'origine. Il y a 3 classes qui font chinois au niveau du primaire. C'est une des académies qui est la plus dynamique sur cette langue. D'accord. Et il y a beaucoup de demandes. Comment Il y a ça beaucoup de s'explique? demandes. Vous le savez d'ailleurs, il y a une explication particulière sur le fait que ce soit l'académie la plus dynamique sur cette langue? Eh bien, en fait, la ville de Montpellier est jumelée à la ville de Chengdu depuis 1980, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est l'un des plus vieux jumelages entre une ville française et une ville chinoise. Pour apprendre le chinois, est-ce qu'il faut oublier totalement le français? Pas du tout. Le français, ça peut aider. Parce qu'on D'accord. dialogue avec les professeurs, en chinois et en français. Mhm. Et donc, quelquefois, les professeurs aussi, ils ont du mal un peu en français, donc ça les aide de parler avec nous. Mhm. Mais sinon, non, faut pas du tout oublier le français. Au Et on contraire. commence à apprendre à parler et en même temps à apprendre à écrire? Oui. Ça se fait en Tout vient même temps? Ouais, tout vient à peu près en même C'est-à-dire temps. que l'un ne peut pas s'imaginer sans l'autre Pas du tout. en Non. chinois, c'est ça, Vigdis? Tout à fait. C'est très important de faire les deux choses de manière simultanée parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que au niveau du primaire, on insiste beaucoup sur l'écrit, les caractères, parce que beaucoup de méthodologies, notamment pour adultes, vont d'abord miser sur la prononciation, l'oralité, et ensuite les caractères. Sauf que ça fait un trop gros gap à partir du moment où on a appris à prononcer plein de mots, mais on ne sait pas les écrire. Ouais. Et bien, du coup, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ce gap-là parce qu'ils trouvent que la montagne à franchir est beaucoup trop importante. Donc, il est très important de faire les deux en même temps parce que sinon, on perd en sens, on perd en compréhension d'une part, et en plus, on retarde un apprentissage qui est essentiel. Mathilde? Non, mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui apprennent aujourd'hui le chinois? Parce que moi, je trouve ça assez dingue. Alors, vous le disiez, vous avez quoi, 8-9 ans 9 ans peut-être quand vous avez appris le chinois. Et vous ne saviez peut-être pas dans quoi vous alliez vous lancer, mais c'est une super chose. Mais effectivement, il vaut mieux apprendre le chinois jeune. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'élèves Alors, sur le site internet Les Petits Mandarins, les plus jeunes enfants recensés à ce jour à nous ont 4 ans. Wow. Les plus vieux, 88. Donc, on a vraiment un public assez varié, mais on a beaucoup d'enfants et c'était très important pour nous de faire, parce que c'était ça à la base, un site internet pour les enfants, pour rendre le choix possible. Parce que bien sûr qu'il y a de plus en plus d'écoles qui vont proposer l'apprentissage du chinois partout en France, mais selon où on habite, eh bien, on ne va pas forcément avoir ce choix-là. Et puis, selon les résultats scolaires, on ne va pas forcément proposer à l'enfant de suivre cet apprentissage-là. Ouais. Donc, c'est ça qui nous a motivés principalement, c'était que ça soit quelque chose d'accessible à tous. Joaquino, comment ça se passe? Tu nous as dit que ça a commencé donc en CM2, donc dans l'école maternelle à Longchamp. En plus, après, ça a continué au collège, et effectivement, tu as la chance qu'au lycée également, donc à Janson de Sailly, et c'est tout ce dispositif. Comment cet apprentissage, si je puis dire, et comment cette section monte en puissance après année sur le plan d'apprentissage? Déjà, ce qui était super bien, c'est que dès le début, les profs étaient chinois, ils étaient diplômés de l'Académie de Pékin. Donc ils étaient chinois.
Il parlait pas très bien le français, donc c'était un peu compliqué, mais on apprenait vraiment beaucoup. Ah, du coup, c'est l'immersion. Bah, c'est ça. Ouais, c'est l'immersion totale. L'immersion, la vraie, totale. Ouais, totale. D'accord. Et donc à partir du collège, la section elle s'est un peu réduite. Il y en a qui ont arrêté en primaire, donc on s'est retrouvé à 9-10. D'accord. Donc les 9-10, on s'est suivi de la 6e à la 3e. Donc c'était excellent. On est 9 heures par semaine et 9 heures par semaine. 9 heures par semaine. D'accord. On avait 3 professeurs différents. Professeur de littérature, professeur de langue et professeur de mathématiques. On avait des D'accord. mathématiques en chinois. Et donc... Et tu avais quel niveau? Parce qu'on rappelle qu'il y a plusieurs niveaux, c'est ça? Il y a au moins 3 niveaux, hein, en chinois. Ah oui, il y a les HSK, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc moi j'ai passé le HSK 4 il n'y a pas longtemps. D'accord. Je l'ai raté, mais presque. J'ai failli le réussir. J'étais à 1 point près, presque. Mais non, sinon, le collège, ça m'a vraiment fait augmenter mon niveau. C'était fulgureux. Vigdis, que dites-vous justement à tous ces enfants ou ces adultes même, parce que je sais qu'il y en a aussi qui sont sur le site des petits mandarins, même des étudiants, qui souhaitent se lancer. Et c'est vrai qu'on a cette expression française, « Ouh là là, c'est du chinois ». Est-ce que c'est censé ou comment justement on peut démystifier un petit peu tout ça? Je vais vous demander votre avis à vous. Alors. En chinois, il n'y a pas d'orthographe. Cool. Ok. Il n'y a pas de conjugaison. J'aime bien. Il n'y a pas d'accord de genre, il n'y a pas d'accord de nombre. D'accord. Donc déjà... J'ai fait beaucoup d'allemand, j'ai été perturbé par tout ça, vous savez, donc, Il n'y a pas de déclinaison donc j'achète. non Pas de plus. déclinaison, allez, c'est bien. Donc en termes d'apprentissage, rien que ça, quand on dit ça à des enfants, on a des sourires en face de soi, parce que ça, c'est quand même une des grandes difficultés de la langue française pour les apprenants étrangers, mais aussi pour les enfants français quand ils sont au niveau du primaire, du collège et qu'ils apprennent tout ça. Donc, ne pas avoir ça en chinois, c'est une porte d'entrée qui est vachement simple. L'autre point d'accroche qui plaît et qui facilite, c'est la structuration très très logique de la langue. Vous citiez le nombre de caractères. Moi, je vais dire la même chose. En français, il y a 160 000 mots dans le dictionnaire. Ouais. Est-ce que vous les connaissez tous? Non, bien sûr que non. Moi non plus. Non. Tout comme les 80 000 caractères en chinois, je ne connais aucun chinois qui les connaît. Donc on a tout le temps cette notion d'échelle qui est très importante, sauf que dans les faits, personne n'a cette maîtrise-là. Donc 3 000 à 5 000 caractères, c'est tout à fait vrai pour une maîtrise fluente de la langue quotidienne, exactement. Fluide. Et du coup, c'est finalement pas tant que ça. Ça reste dans une proportion raisonnable. Et autre rappel, 400 des caractères les plus utilisés représentent 50%. D'accord. Les 400 caractères les plus fréquents représentent 50% des mots dans le journal. Donc même avec un niveau médian, on s'en sort quand même très bien. Donc au bout de combien de temps, en suivant des cours, alors peut-être pas aussi relevés avec un rythme à raison de 9 heures par semaine, comme Joachino, mais via votre site, au bout de combien de temps, si on est assidu, on peut commencer à comprendre ou tenir une bribe de conversation? Au bout de 6 mois, au bout d'1 an? C'est toujours compliqué. Alors ça dépend bien sûr des capacités de chacun et chaque petit progrès est important. Et il y a certaines personnes qui vont mettre 6 mois à faire ce que d'autres vont faire en 1 mois et on s'en fiche en fait. Ce qui compte c'est le résultat final. Mais on a beaucoup d'apprenants qui passent le HSK 4 en 6 mois à 1 an. D'accord. Voilà. D'accord. Sur le site. Ils sont assez déterminés. Je pense que la méthode doit être pas mal. Quelle est la meilleure manière, Joachino, de pratiquer le chinois? Et toi, justement, comment tu faisais au-delà de tes cours, au-delà de tes devoirs? Est-ce que tu regardais des dessins animés, des films pour entendre encore une fois la langue, ou tu te suffisait effectivement d'entendre tes profs qui ne parlaient que chinois au final? Non, mais il y a un peu non, les professeurs nous parlaient français quand même. Hein. Ah d'accord. Mais ils favorisaient quand même beaucoup le chinois. C'était leur but, quand même. Donc non, quelquefois, ils nous demandaient de regarder des vidéos en chinois. On avait des résumés à faire de certaines vidéos en chinois. D'accord. Et on parlait entre nous en chinois en cours, de temps en temps. Des fois, je parlais avec mon petit frère en chinois pour que mes parents comprennent. Pour qu'ils ne comprennent pas? Oui, pour que les parents ne comprennent pas. Ah oui. Parce que ton petit frère aussi? Ouais, il suit l'enseignement du chinois, il est en 4e maintenant, donc il commence à avoir un vrai bon niveau. D'accord. Donc je peux tenir une conversation avec lui. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. J'aimerais bien voir la tête des parents. Qu'est-ce qu'ils ont dit, tu crois, là? Je ne comprends rien. Bah, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont en train de nous préparer quelque chose, là. Quand ils parlent chinois, à mon avis, c'est que... Non, dialoguer avec les professeurs. D'accord. J'avais des amis qui parlaient chinois couramment, donc ça a aidé. J'ai eu mon voyage en Chine, qui m'a fait... Mon niveau, il a vraiment beaucoup augmenté. C'était où? Combien de temps? C'était à Pékin pendant 6 semaines, en internat à l'école. C'est énorme.
C'est énorme, mais c'était très instructif. J'ai beaucoup appris. Et j'ai appris à me débrouiller avec la langue. Même s'il y avait des mots que je ne connaissais pas, j'arrivais à me débrouiller pour dire ce que j'avais envie de dire. Big 10, on peut apprendre, appréhender et pourquoi pas maîtriser la langue sans aller en Chine, ou le voyage en Chine, l'étape chinoise, ça vous paraît quand même essentiel, incontournable? Ça ne me semble pas incontournable. Moi-même, ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé mon apprentissage du chinois à l'âge de 11 ans par des cours à distance. Et à 16 ans, je suis partie vivre en Chine pendant 1 an dans le Henan, dans une petite ville de 50 000 habitants proche du temple Shaolin. D'accord. Donc, petite ville. Et pour moi, ça a été ça le déclic pour rentrer dans la langue. Mais moi, dans ma scolarité, vu qu'il n'y avait pas le choix, j'ai suivi un enseignement à distance. Et un enseignement à distance de manière très condensée, très exigeant pour ma langue vivante de chinois, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à apprendre dans ce contexte-là. Donc moi, le déclic, ça a été ce voyage en Chine où personne ne parlait français, personne ne parlait anglais, j'ai pas eu le choix. Mais sauf que tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. Ça peut être un objectif, une finalité, commencer à se préparer pour faire ce genre de choses. Donc c'est bien sûr que si on peut le faire, il faut le faire, parce que partir à l'étranger, pratiquer avec des vrais gens, dans des vraies situations, ça aide toujours. Mais ce n'est pas forcément nécessaire pour réussir à bien s'en sortir. Comme je vous disais, on a des gens qui passent le HSK4 en moins d'1 an en l'ayant. Et du coup, c'est bien que le niveau est validé quelque part, mais il faut de la rigueur. C'est en train de motiver Mathilde, là, Mathilde. Ouais, non, moi j'ai une question très comment dire, pratique ou quoi. C'est quoi le HSK? Le HSK. Le HSK, voilà. Le HSK, c'est un test officiel équivalent du TOEIC, TOEFL anglais, mais pour la langue chinoise. C'est un test officiel qui est fait par le gouvernement chinois et qui est le seul reconnu en Chine. Si vous voulez aller dans une université en Chine, il faut le HSK 4 minimum. Si vous voulez aller travailler... Vous le faites mal, il a raté d'un point, arrêtez. Non, mais il est en première, il a le temps. Si vous voulez aller on a par exemple, on forme des gens qui veulent aller travailler pour Air China, etc. Il faut le HSK 4 minimum. En même temps, il faut aussi comprendre, quand on est pilote de ligne en Chine, ce qui se dit. Et oui, voilà. ce serait mieux, ça nous arrange. Effectivement. D'accord. Qu'est-ce que l'apprentissage du chinois t'apporte, toi, au quotidien, à part le fait que tu peux parler discrètement avec ton frère? Non, mais sur le plan des apprentissages de manière générale, parce que dans ta scolarité, tu as l'impression... Une autre manière de penser, surtout une autre manière d'agir. Maintenant, C'est-à-dire quand tu es face à quelle situation? Est-ce que tu as un exemple, par exemple? Ça fait beaucoup d'exemples dans ma phrase. Quand je suis face, par exemple, à des professeurs, quand mon ego prend le dessus, je me dis, Joachino, tu te calmes. Le professeur, tu le respectes quand même. D'accord, parce que c'est vraiment ancré dans la culture chinoise. Et d'ailleurs, au sein de ces cours de chinois, vous apprenez aussi une grande partie de la culture chinoise. C'est indissociable justement de l'apprentissage de la langue. Oui, la culture chinoise, c'est quand même la moitié de la langue, quand même, si c'est très important. D'accord. Ils disent Ah mais bien sûr, parce que c'est ça aussi la richesse d'apprendre une langue, quelle qu'elle soit, au-delà du chinois, au-delà de ce dont on parle aujourd'hui. Quand on apprend une langue, il est essentiel d'apprendre des choses en lien avec la culture, parce que c'est ça qui fait la langue, c'est ça qui va faire qu'on va s'intégrer dans la culture de la langue qu'on apprend. Et c'est aussi ce qui intéresse beaucoup, faut le rappeler, les gens qui se tournent vers cet apprentissage. Et pour ce qu'il disait, c'est qu'avant, les professeurs chinois qui venaient travailler en Chine recevaient des kits de survie, je rigole pas, où on leur expliquait tout ce que les enfants avaient le droit de faire en France, qui était différent de ce que les élèves chinois pouvaient faire. Autant dire tout. Je rigole parce que moi j'étais scolarisée, dans ma classe on était 90 en seconde en Chine, donc ça ne bronchait pas. Et nous on est 12 et voilà, c'est un peu différent. Il faut aussi pour ces professeurs-là leur expliquer le fonctionnement, parce qu'eux aussi il y a un apprentissage culturel et il y a un pont, un équilibre à trouver entre les deux. Ils doivent, excusez-moi l'expression, ils doivent halluciner quand ils arrivent ici. Oui. Ça se passe comment ici? Maintenant, beaucoup moins, parce que ça a évolué. Mais ça, c'était il y a 10 ans, ce que je vous raconte. Ça se passe comment à Janson? Il y en a qui faisaient des gros yeux? Oui. Le professeur que j'avais, c'était sa 2e année en France. Il hallucinait. Surtout quand on est des petits fous. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait, parce qu'on est des petits. On faisait n'importe quoi, ils hallucinaient, les professeurs. Mais ils n'arrivaient pas à s'énerver, en fait, parce que c'était pas dans la culture s'énerver. Ils s'énervaient pas parce que chez eux, les élèves, ils étaient très sages. Donc, mais maintenant, ça fait longtemps, ils sont habitués, ils arrivent
À tenir une classe. voilà, à tenir une classe. Mais après, on grandit ça, on se calme. Ils n'ont pas eu le choix. Ouais, vous aussi, Mathilde. Non, mais quelles sont les grosses différences entre la culture française et chinoise, justement, chacun quel est votre ressenti par rapport à ça, les grosses différences? Moi, je dirais la notion de respect. D'accord. Premièrement, parce qu'il y a la notion de respect est quand même très ancrée dans la société, à toutes les échelles. En Chine? En Chine, oui, en Chine. Non, mais je préfère préciser. Et de respect du bien commun et de la communauté, des choses qu'on retrouve beaucoup moins ancrées dans notre culture. On pense qu'il y a beaucoup d'individualisme en Chine, mais ce n'est pas tant le cas que ça. Et le respect, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré et qui est important et qui est inculqué aux enfants, très jeunes. Quels sont les secrets, Joaquino, d'un bon apprentissage? Vous me dites quoi? La rigueur, la motivation surtout? Ouais, surtout la motivation, parce que c'est pas toujours facile. Moi, j'ai de la chance d'avoir des professeurs qui nous tiraient vers le haut. Même quand ils en avaient marre de nous, ils nous tiraient vers le haut. Même quand on leur faisait baver, ils nous Attention, on tiraient va vers venir en classe, nous. Non, mais maintenant, on s'est calmé, ça va. Mais ils ont toujours tiré vers le haut, ils nous ont toujours fait progresser, ils avaient de l'envie de nous faire progresser. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de chance pour ça. Et ça, c'est ancré aussi dans la mentalité chinoise? Car le professeur est très respecté. Le professeur, c'est un personnage éminent en Chine? Oui. C'est une profession qui est très respectée, très reconnue et qui est très importante. Donc oui. L'info en plus. Et ma chère Mathilde, pour cette info en plus, vous avez décidé d'inverser les choses. Vous êtes étonnés, mais oui, figurez-vous. Vous inversez un peu le Comment concept. ça se passe en Chine pour le français? Est-ce que le français a la cote en Chine? Eh bien, les Chinois vont même plus loin, effectivement, dans cet apprentissage du français, puisqu'ils qualifient carrément notre langue de magique. Et oui, figurez-vous, 150 universités sont dotées de départements de français qui concernent à peu près 1200 étudiants. Alors vous allez me dire, 150 universités, c'est pas grand-chose en Chine, effectivement, mais c'est déjà pas mal. Il y a notamment une école expérimentale franco-chinoise qui a ouvert ses portes dans la banlieue de Pékin. Alors les élèves de CP suivent des cours de français ainsi que des cours de sport, de sciences et d'art. Tout ça en français. Tous ces enfants, d'ailleurs, portent même un prénom français, enfin en tout cas occidental, pour pouvoir vraiment s'imprégner de la culture occidentale. Comme en cours d'anglais quand on était petit, quoi. Exactement. Et ça représente beaucoup... Vous voulez pas savoir, je m'appelais Andrew, mais c'est pas grave. Comment? Je m'appelais Andrew, mais c'est pas grave. Angel? Andrew. Ah, pardon. Andrew, pardon Alors, l'accent. l'accent n'était pas tout à fait... Non, je suis pas bon en anglais, hein. C'est pas grave. Andrew. J'étais meilleur en allemand. Ok. Et peut-être meilleur en chinois, on verra. Vous pouvez tester le chinois. Andrew. Mais là, on a envie, là, honnêtement, d'apprendre. Et ça représente beaucoup d'heures en français par semaine, 3 heures par jour tout de même. En plus, tout ça du programme chinois, donc c'est quand même pas rien. La section expérimentale de cette école franco-chinoise mènera ses enfants, en tout cas jusqu'en terminale, et signe que le français prend de l'importance en Chine. Figurez-vous qu'il devient l'une des matières du baccalauréat chinois. Pour rentrer à l'université, on peut donc passer l'épreuve de français. J'ai passé 6 mois en Chine, moi, en immersion comme vous, mais j'avais pas le sentiment qu'on avait tant la cote. Mais c'est vrai que je parlais en anglais avec mon accent. Ils ont pas dû comprendre que j'étais français. Vous avez été où? À Shanghai, cher ami. D'accord. À l'université, tout à fait. Ah, super. Je vous raconterai juste après l'émission. Ah, bah oui, je savais pas. On apprend des choses. Mais oui, c'était il y a 3 ans, c'était magnifique. D'accord. Le français à la cote là-bas? Le français a vachement la cote. D'accord. Et il y a de plus en plus de Français qui tentent l'aventure, vous le savez, et qui vont enseigner justement dans les bonnes écoles, j'imagine, chinoises là-bas. Tout à fait, ça se fait de plus en plus. Et ce qui est une très bonne chose, c'est que le gouvernement est de plus en plus exigeant et que maintenant, les gens qui vont enseigner, travailler en Chine de manière large, parlent chinois. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, quand moi je vivais en Chine. Et je trouve que c'est un grand pas, toujours, pour le pont entre les cultures et une meilleure compréhension mutuelle. Quelle est la pédagogie de votre site? Et est-ce que vous avez des retours du gouvernement, plus précisément de l'éducation nationale? Quelle est votre approche? Eh bien, moi, je suis autrice de plusieurs manuels pédagogiques chinois qui sont en chinois, qui sont exploitables de la primaire au lycée. Notre site internet est commercialisé dans les écoles en France, au même titre que pour les individuels ou pour la formation professionnelle. Mais faire des manuels, c'était très important pour nous parce que
Dans l'approche pédagogique, il y a une chose qui est très essentielle, c'est qu'il n'y a pas une bonne méthode pour apprendre. Il n'y a pas un bon moyen d'apprendre. Moi, quand j'étais jeune, on me disait le seul moyen d'apprendre les caractères, c'est de faire des lignes. Bah non, moi, ça n'a jamais marché comme ça. Premier caractère, je suis à peu près concentrée. Deuxième caractère, ça part. Et troisième caractère, il n'y a plus personne. Donc moi, ça ne correspondait pas à mon type de mémoire. J'ai trouvé d'autres choses, mais ce qui me va à moi n'ira peut-être pas à vous, etc. Donc il est très important de varier les modalités d'apprentissage. Donc c'est pour ça qu'en plus de la méthode numérique, on a créé des ouvrages papier qui sont commercialisés chez Hatier, mais d'autres aussi chez Erol et d'autres pour des groupes d'écoles privées à distance. Et l'objectif, c'est qu'on puisse toujours trouver un point d'accroche pour entrer dans la méthode. L'autre point très essentiel sur la méthode des petits mandarins, c'est qu'on ne commence pas par la phonétique. On ne va pas rentrer directement parce qu'il y a une phonétique internationale qui s'appelle le pinyin, qui a été mise en œuvre pour l'uniformisation de la langue sur l'ensemble du territoire. Et cette prononciation est très différente en alphabet latin de l'écriture française. Et ça va devenir un biais dans l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait au niveau du primaire, parce que c'est interdit. Eh bien, nous, on s'appuyait sur ça. Et on a dit, tant qu'on n'est pas prêt, tant que le cerveau n'est pas prêt, eh bien, on ne présente pas ça, parce que ça sert à taper à l'ordinateur, ça sert à envoyer des textos. Mais est-ce que c'est important quand on démarre un apprentissage ? Je pense pas. Quelle est la partie de jeu, justement, quand on apprend une langue étrangère, qui plus est le chinois ? Est-ce que c'est ludique d'apprendre le chinois ? Au début, oui, et... Non, c'est toujours été très ludique. J'ai beaucoup appris, et pas qu'en chinois, j'ai appris, oui, comme j'ai dit, à penser autrement, surtout. Vigdis, quelle est la part de jeu, justement, vous, dans votre pédagogie ? Vous avez dit qu'il faut utiliser de plusieurs ficelles, j'imagine, parce qu'on a différentes mémoires. On fait tout sous forme de jeu. La langue chinoise, c'est une langue qui est très différente de ce dont on a l'habitude. C'est une langue qui fonctionne par association d'idées pour créer des mots. Avec une base de 150, ce qu'on appelle des composants, on peut écrire tous les caractères qui existent. À peu de choses près. Et donc, du coup, avec cette association de 150 composants à connaître, on peut tout créer. Et tout fonctionne sur association d'idées. Donc, nous, on fait beaucoup de jeux pour mémoriser ces composants, pour comprendre la structuration d'un caractère nouveau. Parce que mémoriser 20 traits pour un mot, c'est vachement complexe. Par contre, mémoriser que c'est ça, plus ça, plus ça, c'est un puzzle, c'est des mathématiques. Quel conseil vous donneriez à un débutant, Joachino, pour commencer ? Oui, utiliser sa méthode, parce que moi j'ai utilisé la méthode à l'ancienne, entre guillemets, on recopie les caractères avec le bon ordre des traits. Ouais, c'est rentré comme ça au début, en primaire, on copiait des lignes, on recopiait des lignes. Maintenant c'est rentré, je les connais encore. Le petit côté un peu rébarbatif. Mais avec la méthode puzzle, je pense que c'est une très bonne méthode pour apprendre les caractères. Un conseil ? S'écouter. Et même si on se sent en difficulté au démarrage, ne pas lâcher, parce qu'on n'est pas tous égaux et que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver à un moment donné. J'ai eu 6 au bac de chinois, je suis enseignante, je suis professeure de chinois, j'ai publié des manuels et une méthode de chinois, ça ne veut rien dire. Et vous êtes reconnue notamment par l'Éducation nationale. Un grand merci à tous les deux. Vigdis Herrera, dirigeante et fondatrice de la structure Globe Speaker, propriétaire du site internet Les Petits Mandarins. Je vous invite bien sûr à aller découvrir toutes ces méthodes. Et Joachino Gandini, 16 ans, bravo, élève en première. Vous venez nous voir à la fin de l'année. Je vais essayer de me mettre au chinois et j'espère tenir une petite conversation avec vous. Soyez gentils. Excellente journée en notre compagnie et un grand merci à Mathilde de Vessel. Merci beaucoup. Mathilde. Merci. Ciao. Merci.